Attaque de Contador à la barre à Montes, on le sait. Le vainqueur de Paris-Nice, c'est un vrai grimpeur. C'est sans doute le plus beau grimpeur du Tour de France. Salut à tous, c'est Colby Salut à tous, c'est Piche. et on va se retrouver sur cette chaîne YouTube After Cyclisme, votre nouveau rendez-vous vélo. Peux-tu un peu nous expliquer comment va se dérouler l'émission? Bien sûr, donc le but de cette émission, tout simplement, c'est de faire une seule vidéo par mois qui vous résumera toute l'actualité du cyclisme. Et bien sûr, en janvier, qui dit début d'année, dit forcément Tour de l'Under. Colby, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu le Tour de l'Under, je trouve pas, ça faisait quand même 2020 si je me trompe pas, avec la victoire Ouais, notamment de Richie Porte. Et là, ouais, cette année, la reprise en Australie. c'est ça, Richie Porte a pris sa retraite, pouvait pas défendre son titre, mais on a trouvé un nouvel Australien qui va pouvoir défendre son territoire, pourquoi pas pour toutes les années. Il s'agit le nouveau transféré du UE, Jevine, qui s'est imposé devant Simon Yates et PO Bilbao. C'était une victoire impressionnante à domicile. Hem, il y avait quand même une bonne concurrence pour le retour de la course, hein. On a vu du Jay Hindley, donc vainqueur du Giro quand même. On a eu, quelques bons sprinteurs aussi qui ont bien tenu les bosses, donc voilà, c'était un beau plateau, c'était pas non plus, le gros parcours, le gros plateau pardon. C'était pas mal. On a eu un nouveau parcours aussi, on n'a pas eu le Wilungail, on a eu un nouveau col, le mont Lofty, qui était pas mal, qui a joué des cartes et voilà, une belle victoire de Jevine. Et bien sûr, en termes de concurrence, comme tu l'as dit, il y avait du très lourd, hein. Il y avait notamment Simon Yates. Simon Yates, franchement, sur une course par étape d'une semaine, c'est très solide. On peut notamment rappeler ses performances autour de l'UAE, voire Paris-Nice, et même toutes ses victoires à Paris-Nice. Il me semble qu'il doit cumuler 4 victoires d'étape sur Paris-Nice. Donc ouais, c'est un homme de début de saison. Et là, en Australie, ouais, c'était vraiment le gros candidat, mais finalement, Jevine a su faire la différence sur le contre-la-montre. Il a réussi à mettre un petit écart à donc Pello Bilbao et Simon Yates. Il me semble que c'était 6 secondes pour Bilbao et 12 secondes pour Yates. Donc voilà, il a fait le plus gros. Et derrière, il était assez fort dans les étapes accidentées, on peut appeler ça comme ça. Et Ouais. très fort. C'était toujours lui, hein, qui attaquait le premier de toute façon, donc c'était il avait une bonne équipe aussi pour l'accompagner. Il y avait eu Marc Hirschi, qui a fait un très bon début de saison, enfin qui fait un très bon début de saison. C'est assez rare donc faut le préciser. Et George Bennett aussi qui était là pour accompagner, donc il était bien emmené. Il a fait le boulot, toujours le premier à attaquer. Il y a Samuel Yates souvent qui était dans sa roue qui le tenait. Hem, Bilbao sur la dernière étape a un peu plus flanché, mais on l'attendait pas vraiment à ce niveau-là. Mais finalement, c'est la continuité de ce qu'on a vu au mois d'août avec ces 2 victoires d'étape sur la Vuelta, donc voilà. On attend juste de voir un peu peut-être la suite de la saison, voir si il aura ce niveau-là toute la saison déjà. Et aussi la question que j'ai envie de te poser, c'est dans cette équipe UAE, beh, quelle place peut-il avoir? Est-ce qu'il aura un leadership? En dessous de qui, au-dessus de qui on peut le mettre dans la hiérarchie des grimpeurs? Ah là, je pense que c'est un peu tôt pour en décider. On est qu'en début de saison. Là, on sait qu'apparemment, il irait sur le Giro. Sur le Giro, il y aurait aussi Joao Almeida. Joao Almeida, on connaît sa résistance sur une course de 3 semaines. La première semaine, des fois, il va avoir des journées sans, mais il va jamais rien lâcher. Et ouais, en interne, j'aimerais pas être le patron du AE, hein. Franchement, c'est un choix de riche, que des magnifiques profils. Donc là, c'est vrai, il va y avoir un problème de leadership. On verra ça même en cours de saison aussi, parce qu'il y aura quand même de très belles courses au mois de mars, au mois d'avril, juste avant le Giro. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de bazar dans la maison UAE. Ouais. En plus, on a vu que il n'est pas juste un grimpeur, il est pas mauvais en chrono, on peut le dire. Il a notamment remporté son championnat national en individuel. Donc voilà, c'est beaucoup de profils qui se débrouillent bien en montagne, qui se débrouillent bien en chrono, donc ça va être compliqué à gérer. Tu as parlé de Almeida, il y a aussi Ayuso, on peut parler. Il y a En effet. forcément Pogacar, dont on ne parle pas, mais on sait très bien que lui, s'il est sur une course, il est leader. Et il y a Adam Yates aussi qui a rejoint l'équipe. Donc ça va être compliqué. Enfin, comme tu as dit, problème de riches. Ils ont fait leur mercato, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire avec ces coureurs-là et à eux de jouer, quoi. On a parlé aussi Est-ce- des qualités, pardon, excuse-moi, je te coupe. On a parlé des qualités de Jevine, mais on peut noter, n'empêche, sur sa petite semaine en Australie, un point négatif. Au sprint, Ouais, malheureusement, c'est pas ça. Il a fait deux fois deuxième et une fois troisième. Il a été battu par Juan Denis sur la deuxième étape, qui clairement a été le plus puissant. ouais, Il termine aussi deuxième face à Simon Yates, pardon, sur la dernière étape.
Et aussi sur la troisième étape, il me semble, où il lance au final Bilbao. Ils sont arrivés à 3 au sprint et il a lancé pour tout le monde. C'est pas un Ça. finisseur malheureusement, donc Ouais, peut-être qu'il va s'améliorer concernant sa pointe de vitesse. On verra ça. ouais. Surtout que actuellement, beaucoup de grimpeurs ont quasiment tous le même niveau et les parcours sont peut-être pas assez sélectifs, donc le sprint a son importance sur le final des étapes. Donc à voir, ça peut être dangereux si ils sont tous sur une course par étapes où il n'y a pas de contre-la-montre, où tout se joue à la bonif. Donc on verra. En parlant de Et sprint, ouais, il s'est passé d'autres choses aussi sur le Tour de l'Under. La première victoire de Brian Cocker avant le Tour. Et oui, oui, après 50 victoires professionnelles, il n'avait jamais gagné un World Tour et c'est un cap. Voilà, enfin, Brian Cocker, on peut le dire, à bientôt 30 ans, peut-être bien même plus que 30 ans, même, il me semble. Voilà, il passe le fameux cap de la victoire en World Tour et c'est et on impressionnant. l'attendait, hein. On l'attendait depuis ses déboires du Tour de France avec les 28 mm contre Kittel, je pense. Exactement. Euh, on attendait cette victoire d'étape. On a l'impression que il n'avait plus jamais retrouvé ce niveau-là ou bien même ce pic de puissance qu'il avait à cette époque-là. Il y a eu des histoires avec BNB, le fait qu'il soit parti justement que BNB n'était pas sur le tour les premières années. Il y a eu le fait qu'il ait quitté justement BNB pour rejoindre la Cofidis et finalement on retrouve Brian Cocard et on est très content de le voir remporter cette première étape en Grand Tour, quoi. Mais c'est vrai que tu parles aussi du sprint et du fait que Cocard a gagné, mais il y a quelques autres coureurs qui ont peut-être crevé l'écran sur cette semaine australienne. Euh, je sais pas si tu as vu par exemple les performances de Hugo Page sur ce Tour Down Under. En effet, Hugo Page qui a vraiment montré de belles choses en Australie et pas qu'au Tour de l'Under. En effet, à la Cadel Evans, il a terminé la deuxième position. Après, il a été battu par plus fort sur cette course. Mais ouais, un très bel avenir. Il a que 21 ans. Il est très complet. Il se distingue sur tout type de course au final. Parce qu'on voit sur le calendrier français, il est capable de passer les bosses. Il va très vite. Mais bon, en revanche, il est tombé sur un os à la Cadel Evans. N'est-ce pas, Colby? Ouais, mais c'est vrai que le profil d'Hugo Page est un profil qui revient de plus en plus là pour les jeunes sprinteurs, des gars qui passent bien les bosses et qui ont ce profil un peu passe-partout. On peut parler par exemple de Paul Penwet aussi qui a performé dans l'Under, mais c'est vrai que même le vainqueur de la Cadel Evans, Marius Mayhofer, c'est exactement ce genre de profil-là aussi, un sprinter qui passe les bosses. Donc à voir comment toute cette jeunesse, on va dire, évolue. Il y en a certains qui vont forcément peut-être prendre du gabarit et devenir des purs sprinters, mais il y en a quand même beaucoup dans l'eau qui vont garder ce style un peu sprinter puncher, quoi. Donc, on verra. On a une belle génération de cyclistes. Elle arrive un peu vite et on n'a pas été habitué à avoir des cyclistes arriver aussi vite, aussi jeunes dans le peloton professionnel. Je pense qu'il va falloir s'y habituer dans les prochaines années, mais là, il faut juste apprécier. Ils attaquent tout le temps, ils sont très dynamiques, ils ont toujours envie de pousser un peu, donc c'est cool, quoi. En effet, Mario Fer, très, très bon sprinter, 22 ans seulement. Le sprinter allemand qui a donc dominé la Cadel Evans sur un parcours vallonné et qui a été très animé dans le final avec Sven-Erik Bistrom et Ouais. aussi Luc Plapp qui a tenté le coup Ah, du kilomètre. il l'a Très... fait en Australie, hein. En effet, Il a c'est été pas la champion première national fois. comme ça. Il récidive encore et peut-être que ça va passer une fois. On espère pour lui le jeune Australien. Ouais. Je, je pense aussi que qu'on peut parler des déceptions sur la semaine australienne. Moi, je pense vraiment à deux coureurs. C'est Matthews et Ewan. Ouais, j'ai les mêmes. Franchement, on les a pas trop vus. Ou alors quand on les a vus, c'est quand ils étaient pas très bien placés. Caleb Ewan, même s'il n'était pas avec son équipe, il a été souvent pas très bien emmené. On le voit faire son sprint de son côté, à part et remonter, mais à chaque fois c'est pas suffisant pour lui. Et Matthews, ouais, et on va pas Il dire avait qu'il est toute sur son la équipe, pente hein. descendante, mais voilà, il avait toute son équipe et non, on l'a pas vu. Il a toujours manqué une petite chose à Matthews. Ouais, c'est un peu dommage parce que du coup, c'est une semaine, mais même 2 semaines avec les championnats nationaux où tout était fait pour Matthews et il a pas gagné une seule étape, pas une seule course, donc c'est dommage. Au moins, le maillot a été montré à domicile pour la Jayco Alula. C'est important aussi, je pense, de montrer que l'équipe est compétitive. Simon Yates vient faire deuxième du général, donc ça sauve un peu l'équipe, ça sauve l'équipe. Mais c'est vrai que Matthews a vraiment été une déception, quoi. On a parlé de Voilà. la reprise
en Australie, mais il y avait une autre prise après 2 années, c'est en Argentine, San Juan, Et ouais, qui reprend du coup après la dernière édition de 2020. Kobe, est-ce que tu te rappelles qu'il avait gagné en 2020? Tiens. bah, c'était Remco Evenepoel justement. En effet, il remettait son titre en jeu, il était reparti, mais cette fois-ci avec un autre maillot, parce qu'il arborait sa première course de l'année avec le maillot de champion du monde sur le dos. Et malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour lui, hein. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il était plus là pour un peu parader, on va dire. Enfin, il avait son titre à défendre, donc forcément il allait être présent. Mais ici, la part belle était vraiment pour les Colombiens. On a vu que il s'est testé en haute montagne. Il a, il a fait son attaque, il a tenté de rouler, il s'est fait reprendre et il a directement lâché. Il s'est directement mis sur le côté. Donc ça fait penser un peu à la Philippe quand il fait ses attaques en montagne, puis il se fait reprendre, puis il se met sur le côté. Enfin, Ouais, parce qu'en je, effet, tu c'est parles un peu, de... je sais pas si on peut dire que c'est une déception, tu vois. Je dirais plus que c'est, il se testait, il savait qu'il était pas encore à à son prime, à son pic. Euh, et on sait que c'est plus tard dans la saison, mais c'est vrai que bon, on l'a vu le maillot et c'était cool, quoi. Bah, en tout cas, il n'a pas ménagé ses efforts parce qu'il a longtemps été, même sur le plat, son sprinter Fabio Jacobsen. Et n'empêche, il a fait une très belle start list, même pour les sprinters, pour les grimpeurs, il y en avait pour tout le monde. Pour les sprinters, on peut notamment citer Bennett et Gaviria, qui ont au final tous les trois sprinters remporté une étape. Sagan aussi était là. Sagan était là, on a un peu moins vu, mais toujours placé Sagan en 5e position, 6e position. Il me semble qu'il a fait plusieurs podiums, un ou deux podiums. Oh, c'était une belle start list en tout cas pour les sprinters. Et donc pour les grimpeurs, on peut rajouter aussi Higuita, Bernal et Miguel Angel Lopez. Donc le vainqueur de l'édition. C'est vrai, Miguel Angel Lopez qui a, mais en fait, qui depuis qu'il est plus chez Astana est en mode vengeance. On va pas se mentir. Il fait des performances de fou ces dernières semaines. Il y a eu un petit critérium pas loin en Amérique latine. Je pense que c'était en Colombie. Il a explosé tout le monde. Et là, il réitère ça sur la San Juan. Donc, il est en forme de ce début de saison. Je pense qu'il a aussi des choses à prouver à son ancienne équipe qu'il a, qu'il a justement dégagé. Et, euh, et puis ensuite, il y en a qui fait deux. Il y en a qui fait deux devant tous les grimpeurs, devant Higuita, devant Bernal. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette performance aussi de Filippo Ganna? Un changement vers la montagne, lui qui a toujours dit qu'il a toujours voulu être un coureur par étapes. Non, franchement, je pense pas. On va pas se mentir, c'était pas non plus le col de l'année, hein. C'était quasiment 15 ou 20 km à 4 ou 5%. C'était pas ce qu'on a vu le plus grand, on va dire. C'était pas le zone de Colline, quoi. Non, franchement, c'était très 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 roulant. Là, il pouvait encore exploiter sa puissance, ses watts. Il l'a sûrement un peu trop exploité parce qu'il a utilisé une position qui n'était pas très homologuée par l'UCI. Il s'est directement excusé sur les réseaux sociaux pour sa position. Donc, non, franchement, Ghana, je ne le vois pas en tant que grimpeur. Il a encore beaucoup de titres à glaner avec son contre-la-montre, tout simplement. Et la Il- piste, et la piste. Il est simplement le meilleur quand il faut rouler fort sur le plat même pendant longtemps, ou même tout simplement quand il est sur la piste pour la poursuite. Non, Ghana, c'est un monstre, faut pas qu'il pense à s'éparpiller. ouais. Et, il y a deux autres noms euh, qu'on peut ressortir de cette semaine en Argentine. Premièrement, Sam Welsford qui a remporté deux étapes. Euh, c'est un coureur qui a débuté tard hein, dans le monde professionnel l'année passée, il me semble. Et la DSM est vraiment en train de lui construire un beau palmarès. Donc, qu'est-ce qui t'inspire ce Sam Welsford justement? Un peu inconnu et un peu en dessous de tous ces gros sprinters. On va reprendre un peu dans le contexte. Samuel Ford, il vient de la piste. Et il a été champion du monde du scratch en 2019. Donc pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est le scratch, c'est une course de 15 km. Et voilà, le vainqueur à l'arrivée est sacré champion du monde. Et non, il a de très bonnes capacités sur la piste. Et voilà, à 27 ans, il arrive enfin peut-être au meilleur moment de sa carrière pour le passage sur la route. Voilà, là, il prouve sur des distances de 200 km qu'il est capable de tenir. Il s'impose face au gratin mondial quasiment des sprinters, même si on peut quand même retenir que les trains des sprinters sur place n'étaient pas forcément huilés. Jacobsen et Bennett n'ont pas non plus fait confiance 100% à leur poisson pilote. Mais voilà, Ouais, ça a pu profiter à Samuel Ford du coup. 27 ans, l'Australien, 2 victoires d'étape, bravo à lui. c'est vrai.
Et le deuxième nom, bien sûr, c'est Quinn Simmons qui a lui aussi remporté une étape sur une piste de course. Euh, il a été très dynamique, comme un peu ce qu'on avait vu sur le Tour de France l'année passée. Euh, Jusqu'où il peut aller, Quinn Simmons, quel est un peu son... Est-ce que déjà on peut réussir à analyser son profil et jusqu'où il peut aller en termes de puissance, de niveau et même de combativité aussi. C'est difficile à dire parce que ouais, c'est sa première victoire cette année, mais l'année dernière par exemple il n'a pas gagné. Donc peut-être il se cherchait au final, il sait pas trop. On sait qu'il peut pousser des watts pendant longtemps. Il est un peu lourd pour être un très bon grimpeur. Il aime la pluie. Il était champion du monde sous la pluie. Junior, pardon, excusez-moi, champion du monde junior sous la pluie. Et c'est difficile à dire. Je pense qu'il peut être un excellent équipier pour un Pedersen par exemple. Il peut très bien l'accompagner sur des classiques. C'est... Il est jeune encore, je pense qu'il se cherche. En fait, à la Trek, je sais que souvent ils ont un fort collectif à la Trek, c'est-à-dire que tout le monde peut un peu être leader sur des courses. Donc je sais qu'il y a certains moments où Quinn Simons aura des opportunités. Après, c'est vrai que son profil, moi je l'ai toujours pas cerné. Il roule très bien sur la plaine. On l'a vu, il était capable de suivre Van Aert sur beaucoup de courses. Maintenant, il a suivi Remco sur un coup du kilomètre. On sait aussi que c'est un bon grimpeur. Il a été impressionnant au Tour de Suisse l'année passée. Donc voilà, il sait tout faire. Ben là, même l'étape qu'il gagne, c'est pas vraiment un sprint, mais c'est un coup du kilomètre avec beaucoup de virages. Enfin, on sait très bien que c'est un petit coup du kilomètre qui peut aller gagner. Euh, je sais pas, on verra. Mais il est très complet et c'est très inspirant pour la suite avec tous ces gros noms du cyclisme qui sont aussi très complets qu'on voit tout le temps, toute l'année. Peut-être que lui en fera partie aussi en fait. Sinon, Colby, la saison a repris en Espagne. Et oui, ça a repris par la classique de la communauté de Valence. Arnaud Delis s'est imposé pour la première course en Europe donc. Euh, Moi j'ai vu l'arrivée. Je sais pas toi, ce que t'en as pensé, mais voilà, c'est du grand art. Faux plat, Ouais, main sur les cocottes. Et ça a envoyé, il a mis tout le monde à distance de deux vélos. C'était ouais. imparable. C'est encore un des rares, entre guillemets, sprinters qui sprint avec les mains sur les cocottes en plus. Mais la puissance qu'il a, c'est fou. Enfin, on va encore en reparler dans la suite de cette émission, mais Arnaud Delis, on l'a vu l'année passée, tout ce qu'il envoyait. On s'était dit, c'est des petites courses. Il arrive, il doit gagner des points pour la loto, justement, avec cette histoire de points ICI. Et on l'a mis sur que des courses continentales. Là, cette saison, je suppose qu'il sera sur un peu plus de courses, mais et notamment des courses World Tour. Mais ouais, le niveau qu'il a, là, vraiment, j'ai envie de le voir sur des grosses courses de type Paris-Nice contre les meilleurs sprinteurs du peloton, quoi, parce que il peut sprinter un sprint court de 200 mètres, il peut faire un sprint de 500 mètres aussi, enfin, il peut faire du faux plat montant, il peut tout faire, en fait. Ce gars est incroyable. Il y avait d'autres courses aussi, Colby, en Espagne. Mais par contre, cette fois-ci, il fallait aller sur l'île de Majorque. Et oui, c'était la reprise pour ces classiques qui se déroulent habituellement sous le soleil, le beau temps, le temps estival. Et il fait 15-20 degrés quasiment. Les coureurs en profitent pour bronzer. Mais cette fois-ci, c'était du grand n'importe quoi. De la pluie, du froid, de la neige. Il y en a eu vraiment pour tout le monde. Et en tout cas, il y a une équipe qui s'est très bien amusée là-bas. C'est la formation belge. Inter, Marché, Circus Ponty. Et ouais, cette équipe on a vu l'année passée beaucoup de coureurs émerger, notamment William Girmay, bah, qui cette année a essayé de commencer très fort en gagnant deux courses, trois courses même à Majorque. Trois courses, ouais, doublé pour Kobe Gossen et une victoire pour Rui Costa. C'est Leur début de saison est fou. On en parlait justement avec Hugo Page sur Tour de l'Under. Ben, là, on a encore d'autres coureurs qui ne sont même pas les noms les plus clinquants du peloton, ne sont même pas les meilleures promesses du peloton. Et même Rui Costa est un vieux déterré, là. Et Enfin, Rui quel Costa, est le déclic pour toi? Parce que je me rappelle, moi, il y a quelques années, quand on parlait de la formation belge, c'était vraiment pour se moquer d'eux. Là, maintenant, ils rigolent plus, là. C'est du sérieux. Qu'est-ce qui se passe? ben, pour moi, il n'y a pas eu de déclic. Pour moi, c'est juste la continuité de leur projet, en fait. C'est-à-dire que il y a eu l'époque où Guillaume Martin était le leader et c'était un peu vraiment tout pour lui pour l'exposition avec le Tour de France. Puis l'année où où il risquait peut-être de plus être sur le Tour de France, ils ont racheté une licence World Tour. Enfin, donc
Et de là, ils ont clairement annoncé, ils ont toujours annoncé, tu sais, que ils n'allaient pas avoir de budget pour signer des grands noms directement, étant donné qu'ils avaient dû payer cette licence pour aller en World Tour. Et aussi, qui dit World Tour dit augmentation de tous les salaires de l'équipe. Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, puisque le salaire minimum en World Tour est bien plus élevé que pour une équipe continentale, Conti Pro. Donc de là, ben, ils ont développé un peu leur équipe de l'intérieur. Ils ont signé la star dont ils avaient parlé. Donc il y a eu Alexander Christophe qui est arrivé, qui a rapporté directement des points et des victoires importantes. Il y a également Binyam Girmay qui est arrivé un peu plus en sous-marin. Et ils ont fait ça à leur rythme en fait. Ça a toujours été dans la continuité de ce qu'ils ont annoncé. Ils ont jamais dit les choses à l'avance en mode on va gagner le Tour de France, on va faire podium avec tel ou tel coureur. D'autres équipes le font, hein, on a bien vu ce que ça donne. Ils ont toujours fait les choses à leur aise. Il y a eu juste la pression, on va dire, des spectateurs, des personnes qui regardent le vélo, mais je pense que ça a apparemment atteint l'équipe et on voit maintenant ce que ça donne, quoi. Il y a eu d'autres vainqueurs aussi sur ces courses sur l'île de Majorque, Ethan Vernon et Vandenberg. On va pas reparler du sprint de la victoire de Vandenberg, le dernier virage à 50 Catastrophique. mètres, assassin quoi. Il voulait envoyer tout le monde par terre ou quoi, mais je sais pas. D'habitude il fait beau, là cette fois-ci c'était pas vraiment un sprint. Moi j'appelle pas ça un sprint, c'était vraiment très décousu. Il a lancé à 350 mètres. Bon, Il connaissait c'est le final, lui, hein, c'est c'est ça. sûr. Voilà. Et en parallèle, il y a aussi eu les courses françaises et le retour des courses en France avec la Marseillaise. C'est une course, j'ai pas pu bien l'observer. Toi, tu l'as regardé? Ouais, en effet, j'ai un peu regardé la Marseillaise. C'était une très belle course. Tout s'est joué en partie sur la route des Crêtes. Donc c'était 3 km, plus de 8 ou 9%. Donc un beau groupe a fait la différence. Et au final, c'est Nelson Poles qui a fait la différence dans une descente quelques kilomètres plus loin. C'était tout simplement le plus fort de ce jour. Beaucoup de puissance qui se dégage de ce coureur. On voit qu'il a passé un cap notamment. Alors, on Et parlait de Quinn Simons, c'est pareil pour lui, hein. Je connais toujours pas son profil. On a vu l'année passée bon en montagne sur le Tour de France. On a aussi vu que bah, c'était un excellent rouleur, un très très bon puncher. Il résiste bien aux efforts difficiles. Donc voilà, c'est pas une victoire illogique, mais c'est aussi un très jeune coureur, très très bon et qui s'est déjà distingué sur les championnats du monde il y a 2 ans, je pense. oui, en effet, il a terminé quatrième ou cinquième sur la victoire de Julien Alaphilippe, le deuxième titre. Et ouais, c'était l'un des plus endurants, toujours là après 240 km. Ouais, il a 26 ans, franchement, non, il a un très bel avenir et surtout il prouve qu'il est en forme parce qu'il s'est aussi imposé à l'Étoile de Bessèges, Et ouais, la course qui a commencé le week-end d'après. Donc c'était avec un beau plateau, encore une fois, il y avait de très beaux noms, Pierre Latour, Skelmos, Pinot, Benjamin Thomas qui remettait son titre en jeu aussi. Et il a fait la différence sur le dernier chrono notamment, et ouais, il a prouvé qu'il était plus qu'un simple grimpeur ou même qu'un simple coureur d'une course d'un jour. ouais, il va être très dangereux sur les courses par étapes, lui. Mais, moi, mais du coup, on en parlait un peu avant. Moi, la performance qui m'a vraiment impressionné sur cette étoile de Bessèges, c'est Arnaud Delis, hein, encore une fois. Ouais. La première étape où il bat Pedersen sur à Bellegarde. Sur son terrain, Euh, c'est ça, sur Peders- son terrain. L'année Pedersen qui passée, il s'était avait gagné imposé, Pedersen. exactement, Pedersen s'était imposé il y a un an, tout juste, et Deli qui tout simplement était le plus fort encore une fois, malgré son physique qui est apparemment un peu trapu. Non, non, c'est efficace, C'est ça, ça envoie et il était en tout cas le plus fort. c'est ça. Et pareil sur la troisième étape où il y a eu quelques coups qui ont tenté de partir et où derrière la G2R a vraiment roulé à fond pour que ça recolle. Et ouais, Delis, enfin qui a aussi mis un peu sa main à la tâche, enfin qui a mis la main à la pâte, pardon. Et il y avait plus d'équipier. Il s'est mis à rouler lui-même. Il a vu que ça a recollé. Il a tenté lui aussi de partir parce qu'il savait très bien qu'il pouvait pas contrer tout le monde. Enfin, on a vu un Denis vraiment qui il a bien lu la course en fait. C'est incroyable de se dire que le gars a 20 ans, il a une bonne lecture de course, il a un très bon niveau et en plus il arrive à s'imposer derrière avec un sprint encore incroyable. Donc non, ce gars franchement est fabuleux. Pendant 10 mois il fait du vélo, pendant 2 mois il retourne à sa ferme, limite il pense pas à ça. Donc et tu te dis il revient, boum, direct il claque des courses. Donc franchement c'est fou.
Moi, il me fait penser à un coureur, un très 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 grand coureur des années de nos jours, un Slovaque, Peter Sagan, que lorsqu'il était jeune. C'était un coureur qui était à l'instinct dans sa période 2011-2012. Même s'il savait qu'il était le plus rapide au sprint, il attaquait. Et ouais, Arnaud Delis a un peu procédé de la même manière sur la troisième étape. Il était le plus fort et on le voit quand même attaquer. Ah non, c'est C'était, fou. c'est plus qu'un sprinter. Donc à voir ce que ça donne cette année sur les classiques. Il a prévu de faire quelques classiques. Donc Ouais. on verra au cours de l'année. Mais ouais, 20 ans tout juste, Euh, c'est le futur phénomène. je pense qu'il est prévu sur Milan-San Remo. Et même sur l'étoile de Bessèges, on a vu qu'il voulait se tester sur le Mont Bouquet. Il ne perd que 1 minute 30. Il y a peut-être eu quelques circonstances avec le fait que la course ait été roulée de manière très intensive avec ce petit coup qui est parti à, vers la fin, je pense. Le petit coup de 10 qui est parti et la bordure. Et même pareil sur l'exercice chronométré, il n'a pas fait beaucoup l'année passée, voire pas du tout. C'était un test pour lui et il a fait une très bonne performance en fait. Donc ce gars est vraiment, comme tu dis, c'est un peu un Peter Sagan. Il est très très complet, il est passe-partout et on verra son bilan San Remo s'il arrive à passer le Poggio par exemple. Et sur les prochaines années, sur le Tour de France, c'est très très facilement le candidat à battre pour le maillot vert sur le Tour, quoi. Tu as parlé du Mont Bouquet. Et moi, il y a un coureur qui m'a impressionné en plus que des Nelson Poles et Skelmos qui étaient devant. C'est Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, il me semble qu'il rivalise du coup avec les deux coureurs de tête. Et il a fait une magnifique montée, 21 ans. Je ne le pensais pas capable, moi personnellement, de pouvoir réaliser ce genre de performance. Il était pareil dans la case un peu des coureurs profil Passe-partout, hein. passe-partout. Il est très bon contre la monte, il se débrouille très bien sur le plat. Mais ouais, le voir performer sur un type d'effort comme le Bouquet, c'était, il est promis un navire radieux pour moi, je pense, Kevin Vauquelin. Il va sur Paris-Nice, c'est ça? Il me semble, il est annoncé leader sur Paris-Nice. Warren Barguil sera sur les routes du Tirreno de mémoire et Kevin Vauquelin donc du coup sera leader de la formation Arkea. Ah, Ouais. là-bas. Il peut aller chercher un top 15, voire un top 10 en fonction des circonstances de la course, hein. Son niveau est pas mauvais. Euh, Allez, l'année passée, par rapport à mon bouquet, j'avais vu la victoire de Tobias Alonso devant Jeven. J'ai directement senti que les deux là avaient un niveau en montagne qui était, enfin un niveau, une vitesse pour l'école qui était assez incroyable. Je me suis dit, ça peut faire quelque chose sur toute la saison et on a vu ce que ça a donné. Honnêtement, la performance de Vauclin où il bat même par exemple un Thibaut Pinot, euh, c'est pas rien. À voir ce que ça va donner sur les cols un peu plus longs sûrement. Mais là, il est en train de montrer que c'est un bagarreur. D'ailleurs, il a aussi fait un très bon chrono à l'étoile de Bessèges. Il me semble qu'il fait podium, il doit faire troisième. Pedersen s'est imposé. C'était là aussi pas vraiment le favori, lui qui est plutôt un sprinter. T'en as pensé quoi, toi, Colby? Oui, alors Pedersen commence à bien connaître la course, hein. C'est pas la première fois qu'il vient à Bessèges. Et il a souvent été bon, on va dire, sur le chrono. Peut-être pas toujours dans cette position de favori à la victoire. Mais quand on voit le podium, on se dit, bon, ben, Pedersen qui est là, c'est pas anodin. Par contre, le deuxième, faut en parler, hein. Joshua Tarling, je le connaissais en junior, hein. J'ai vu les championnats du monde l'année passée en junior. Il a explosé tout le monde. Mais refaire ça dès le mois de janvier-février à 18 ans contre tous les grands, enfin, on- c'est pas n'importe qui quand même qui bat. Il a battu Paules, Skelmos, Latour. C'est des mecs qui sont quand même assez bons. En plus, avec cette bosse dans le final, ça devait pas l'avantager normalement ce Joshua Tarling. Enfin, il fait 1m94, 88 kilos. Comment il monte cette bosse en fait? Comment il fait? Pour vous recontextualiser la chose, Tarling, c'est tout simplement en 2022, 5 chronos, 5 victoires, champion du monde chez les juniors. Et voilà, il arrive chez les pros, 18 ans, bam, podium sur un chrono qui est pas facile. Il faut savoir développer énormément de puissance sur le début du parcours et derrière, faut pas se mettre dans le rouge, faut gérer la dernière petite côte. Et ouais, franchement, malgré son gabarit, terminer deuxième là-bas, c'est vraiment pas mal. Un petit mot sur l'organisation de l'étoile de Bessèges pour conclure. En effet, on a parlé de toutes les étapes, mais il en manquait une, la deuxième. La deuxième étape qui a été marquée par une grosse chute à 20 km de l'arrivée. L'organisation a dû tout simplement arrêter la course.
Moi, je pense que c'est une décision logique. Les 3 ambulances ont été prises par les coureurs du coup pour les emmener à l'hôpital. Euh, c'est difficile forcément pour les coureurs qui ont fait plus de 150 km déjà, mais la sécurité avant tout. Et non, franchement, faut le dire quand l'organisation fait de bonnes choses. Et là, en tout cas, c'était le cas. C'est vrai. Et en plus, on a encore cette image en tête avec Valentin Ferron qui est en train de s'agripper au pont et Axel Laurence qui vient l'aider justement à se relever. Enfin, dans ces moments-là, hein, clairement, il n'y a pas d'équipe, c'est tout le monde est ensemble et voilà, c'est l'humain qui prime sur la compétition, quoi. Et en parallèle de l'étoile de Bessèges, j'ai aussi une autre course en Espagne, c'était le Tour de Valence. Alexander Vlasov remettait donc son titre en jeu pour cette reprise. Ouais, Alexander Vlasov qui démarre la saison et qui était là, mais on l'a pas vraiment vu en fait sur Timide, cette course très malheureusement. timide. Très 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 timide. Et pourtant le plateau était pas non plus super relevé, donc on pouvait se dire qu'il revenait en tant que grand favori, mais voilà, on l'a pas vraiment senti. Du coup, ben, d'autres personnes se sont distinguées, notamment Giulio Ciccone, Tao Gegenhardt, mais surtout le vainqueur, hein, dont on a déjà parlé aujourd'hui, Rui Costa. Ouais, Rui Costa, c'est franchement c'est impressionnant à son âge. Voilà, il était à la UAE les 3 dernières années en tant qu'équipier. Là, voilà, il arrive dans l'équipe et directement, voilà, il impose son charisme en tant que leader, que homme d'expérience. Et ouais, la dernière étape, en tout cas, autour de Valence, c'était Du quelque pur chose, hein. Rui Costa. Du Du pur pur Rui Rui Costa. Costa. Moi, j'ai vraiment l'image en tête du championnat du monde 2013 où il part à la poursuite de Joaquim Rodriguez et dans la même configuration. Il sait qu'il est le plus rapide, il ne demande pas un seul relais. Il est là, et puis au sprint au final, il est le plus fort et il bat tout le monde. C'est ça. Là, ouais, j'ai vu un peu, bon, les gens s'offusquer par rapport à cette perf, et aussi parce que l'enchaînement de la qui gagne un peu beaucoup ce début de saison, on va pas se mentir. 6 victoires Mais au d'étape. final, vraiment, oui, c'est ça, 6 victoires d'étape au final. Mais j'ai revu l'étape, j'ai revu un peu le final et à froid, honnêtement, la victoire de Rui Costa, y a rien à dire, c'est vraiment juste de la pure expérience de course et y a rien à faire. Enfin, Aronsman tente de prendre sa roue, mais je pense qu'il est un peu trop fatigué de tous les efforts qu'il a fait. C'est lui qui roulait quand ils sont partis à 7 à l'avant. Donc il roulait pour Tao et honnêtement d'ailleurs je comprends même pas la stratégie Ineos de lancer Arnsman alors que Tao peut encore aller remporter le général s'il prend des bonifs quoi. Donc Ticonnet a fait du marquage sur quelques hommes, peut-être que Tao en faisait partie mais lancer Arnsman était peut-être la pire solution parce que Tao perd tout au final, je pense même qu'il chute sur le dernier virage donc sur le dernier virage pardon. Donc voilà, voilà victoire très belle victoire de Rui Costa qui fait coup double et voilà qui conforte encore plus la domination de Wanty en ce début de mois quoi. Et en tout cas, il y a une autre équipe qui était un peu discrète, j'ai trouvé, sur le Tour de Valence. C'était à la formation UAE, justement, avec la start list qu'ils ont proposée. McNulty, il y avait Solaire, Solaire, il y avait le Polonais Maika. Maïka. Non, il y avait même une belle start list sur le plateau et non, très discret au final. McNulty, on l'a vu attaquer, mais au final, le résultat n'est pas là. Peut-être que ils ont sûrement oublié que que Ricosta pardon n'était plus dans leur équipe et que ils devaient faire la course autrement. Enfin, voilà. C'est c'est peut-être le moins bon des UAE qui est parti chez l'Avanti. Au final, c'est lui qui se démarque et qui s'impose. Donc c'est dommage pour ce présent. Peut-être qu'ils ont manqué aussi l'occasion de se distinguer parce qu'on en a parlé. UAE, il y a un nouveau leader là qui est en train de taper, c'est Jevine. Donc c'est McNulty, Solaire, tout ça, ils doivent un peu rehausser leur niveau s'ils veulent ne pas se retrouver à être équipiers toute l'année, quoi. Pour le reste de l'actu, donc on vous en a déjà un peu parlé. Luc Plapp est champion national sur route en Australie et Jevine est champion en chrono. Euh, bah, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit l'inverse. Voilà, les deux étoffent un peu plus leur palette. Euh, Miguel Angel Lopez, en plus d'avoir gagné le Tour de San Juan, a été s'imposer sur son championnat national en chrono. Un mot à dire là-dessus. Puis Lopez qui gagne un chrono, c'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. Après, je connais pas non plus forcément les rouleurs en Colombie. Pour moi, les Colombiens, c'est que des grimpeurs. Donc, non, je pense pas non plus que la start devait être impressionnante. Donc, Ouais. bravo à lui.
beau début de Voilà. saison. Et sur route, bah, je pense que tu l'as aussi vu passer, hein, Chavez. Ah, Au début, je savais pas trop c'était sur quelle course en fait où on voyait toutes ces vidéos, puis on voyait que le maillot de champion de national, c'est émotion. exactement. En plus, avec Chavez, on connaît son sourire légendaire. Voilà, s'il va être un très beau coureur, très beau maillot en tout cas. On connaît en plus EF pour se distinguer avec en général un maillot, un casque et un ensemble, on va dire, à l'ensemble du pays, donc de la Colombie. Donc très beau vainqueur. Voilà. Il y a aussi eu donc la Tropicale Amissa Bongo ce mois-ci, avec la victoire finale de Geoffrey Soupe. Hem, Sa première participation remontait à 2011 où il avait remporté une étape et cette année, il remporte une étape et le classement général. Petite anecdote pour Geoffrey Soupe, qui on a toujours vu, assez beau sprinter ou même poisson pilote ces dernières années. Ce sont ses seules victoires en professionnel, la Tropicale Amissa Bongo, donc c'est une route qui lui réussit bien. Hem Toujours dans l'Afrique, ben, on a vu, des Estoniens, leur stage en Afrique, faire des passages en Afrique pour un peu aider, le cyclisme à se développer. Je sais pas si tu as vu passer, Reine Taramaya sur Twitter? En effet, j'ai vu passer ça, Reintermite du coup qui a offert 23 kilos de vêtements, d'équipements de cyclistes du coup aux équipes locales. Ah, très beau geste, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Donc lunettes, casque, maillot, cuissard, une équipe entière du coup qui est équipée, c'est top, la main sur le cœur. Le petit Rein, hein. Et en plus de cela, ben, il y a eu une course locale au Rwanda et on a pu voir, un nom, un peu, se détacher. Tu sais, je regardais les résultats et en fait, tu as tous les drapeaux, du coup rwandais et puis tu vois, ce drapeau estonien, tu te dis: «Hein?» Et puis tu vois, bah, Michael Reim, ce coureur un peu globe-trotter, qui, du coup participait à une course au Rwanda et je pense que pareil, c'était un peu dans le but de compléter son stage, enfin sa préparation et pour aider aussi, le cyclisme en Afrique. Donc, les Estoniens, les cyclistes qui ont la main sur le cœur. Dernier point actu, Oui, on peut parler de l'annulation du Tour, d'Antalya suite au séisme de lundi en Turquie. Hem, on a tous vu les images, la population est en détresse, toutes nos pensées vont aux victimes et le Tour a très vite communiqué là-dessus et c'est la bonne décision. Enfin, la course pouvait pas avoir lieu, dans ces conditions. Là, pour le moment, on parle, de dizaines de milliers de morts, donc on on n'a pas la tête au vélo, quoi. j'en profite d'ailleurs pour changer de discipline, pour passer au cyclocross. Je pense que beaucoup d'entre vous ont regardé la course le week-end dernier, pour nous en tout cas, quand on tourne cette vidéo. La victoire de Mathieu Van Der Poel, son cinquième titre en cyclocross, il s'imposait devant Wout van Aert. Ça, c'était un magnifique duel. Et voilà, maintenant on a hâte de les revoir sur la route quand ils vont en découdre, notamment dans le Poggio, je pense. Ouais, heu et ensuite un petit point retraite, parce que début de saison, qui dit début de saison dit, quelques coureurs qui annoncent déjà que c'est leur, dernière année. On peut penser à Daryl Impey qui, bah, a fait sa course en Australie. Je pense que c'est là où il refera sa nouvelle vie, on va dire, en Australie. C'est un pays qu'il a toujours très bien aimé, où il va tous les ans avec le Tour de l'Under, où il a toujours eu à cœur de s'imposer et de faire des résultats. Hem, il y a aussi Thibaut Pinot forcément, qui avait annoncé, un peu plus tôt En qu'il allait prendre effet, sa retraite. quelle tristesse pour les supporters. Mais bon, c'est comme ça. Il faut bien partir un jour, c'est. Ah, Mais bon. tu t'attends à quoi pour Pinot en cette dernière année justement? Encore des victoires ou plus un tour d'honneur? Tour d'honneur, je sais pas. En tout cas, il a prévu de faire le Giro. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, il part en tout cas sur un bon début de saison. À Bessèges, il a fait une reprise très sérieuse et on verra ce que ça va donner sur le Giro. Peut-être au Tour de France à épauler David Gaudu. Et voilà. Après, ce sera la fin de la légende. Et qui dit légende aussi dit dernière saison sur route pour Peter Sagan qui veut tenter le pari des Jeux Olympiques de 2024 à Paris pour les VTT. Donc, Ouais, changement de discipline et dernière saison, logiquement pour route pour Sagan. ouais. J'ai vu aussi passer l'info comme quoi il pourrait faire quelques courses en 2024, mais pas une saison complète. À voir comment ça va se régler, comment aussi ben, ça va se discuter avec la Total, en fait, tout simplement. S'il aura un nouveau contrat d'ici là, s'il y aura un contrat spécial parce qu'il va justement aller faire les Jeux Olympiques, donc on verra. Et un dernier aussi qui a déjà pris sa retraite,
c'est notre cher poisson pilote argentin, Maximiliano Richese, qui a fait son dernier tour justement à domicile à San Juan. Il a failli gagner une étape en plus. En effet, il a failli s'imposer. Mais voilà, ça aurait été magnifique de conclure en beauté sa longue carrière, plus de 40 ans, quasiment 40 ans. Voilà, mais il était devancé. Dommage pour lui. Et il a reçu de très belles ovations en tout cas par tous les coureurs lors de la dernière étape. Voilà. On conclut la vidéo avec nos top et flop du mois. À toi l'honneur, Piche. Est-ce que tu as des cyclistes, équipes, organisations à mettre en avant Bah, sur ce mois? ça va être simple hein, pour ce mois-ci, hein. Il y a une équipe qui a dominé un peu tout le monde, 6 victoires d'étape. Pour moi, c'est Intermarché ou Anti-Gobert. Arnaud Delis, sinon, pareil, monstrueux. Nelson Poles et Egan Bernal. On n'en a pas trop parlé d'Egan Bernal, mais voilà, il a fait son retour à la compétition après sa grande blessure. Donc voilà, on espère qu'on va le revoir au top niveau. Et pour finir, mes flops du mois, pour moi, ce sera Remco Evenepoel, Julien Alaphilippe et Caleb Ewan, tous les trois qui ont été très 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 discrets. Je m'attendais à ce que les trois commencent la saison d'une meilleure manière, mais c'est dommage, en espérant qu'ils se rattrapent peut-être un peu plus tard dans la saison. Et toi, Colby, c'est quoi tes tops et tes flops du mois? Les top, c'est un peu les mêmes que toi. Il y a l'Avanti, parce qu'ils sont premiers au classement UCI, et avec la manière, et aussi avec beaucoup de coureurs différents qui ont pris des points. Ça, c'est aussi très beau à voir. Arnaud Delis qui, comme je t'ai dit, m'a vraiment impressionné. Enfin, je sais pas où peut s'arrêter ce coureur et vraiment ça me fascine de le regarder rouler. Il y a aussi Ruben Guerrero, dont on a oublié de mentionner, qui a remporté le Saudi Tour. Hem, voilà, c'est un coureur aussi qui progresse petit à petit. Il est passé chez Movistar et avec le départ de Valverde, pour moi, c'est un peu la relève de Valverde. Il a quasiment le même profil, très bonne explosivité et qui est assez bon sur tous les profils. Donc voilà, pour moi, c'est un peu vraiment c'est il va avoir un petit leadership là-bas dans cette équipe où il y a que Enric Mas et où à chaque fois on essaie de lancer d'autres leaders, ça a pas marché. Là, Guerrero, je pense qu'il va avoir sa place et voilà, je suis content pour lui. Ensuite, pour les flops, ben, voilà, je mets pas souvent des flops en début de saison parce que on connaît pas trop les formes, mais c'est vrai que Alav, je l'ai trouvé en deçà de son niveau habituel, mais on attendra le Tour des Flandres pour vraiment juger. Puis oui, Ewan et Matthews m'ont vraiment déçu sur leur terre en termes de performance. Plus pour Matthews, car Matthews, lui, a vraiment eu toute une équipe qui roulait pour lui, quand Ewan avait roulé sous l'appellation, enfin sous l'équipe australienne, sous l'équipe nationale. Ce qui conclut du coup notre première vidéo. J'espère que ce petit rendez-vous vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre déjà en commentaire vos tops, vos flops du mois. Et aussi, si vous avez de quoi nous aider à nous améliorer, à changer quelques trucs, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un dernier mot, Pige, pour terminer cette vidéo. En effet, voilà, donc c'était donc notre première vidéo. On se revoit du coup dans un mois pour du coup le mois de février. En plus, le mois de février, un mois où il y a de belles courses quand même qui nous attendent. Ouais, en effet, notamment le Tour UAE, voilà, le gros classique du mois de février. On a hâte d'y être déjà. Pas pour les paysages en effet, mais par contre, il y aura sans doute une très belle start list. Et il y aura aussi Newsblad en plus, le premier rendez-vous flandrien de l'année. Donc, on a hâte. On vous refera une vidéo forcément, hein. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut!